Bienvenue, bonjour, bienvenue dans cet atelier d'échange et d'information, hein. On est voilà, vraiment là dans l'information pour justement parler du management adaptatif. Dans un premier temps, alors n'hésitez pas, hein, c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez même utiliser la petite main là pour me faire signe. À ce moment-là, je vous écoute. On est vraiment là pour avoir de l'information, donc n'hésitez pas à intervenir. Juste un petit rappel sur les ateliers qu'on avait fait précédents. On avait parlé de l'adaptativité individuelle, c'est-à-dire en fait comment on va mieux gérer le stress, l'émotionnel. Donc en partant du principe que pour bien se gérer, il faut être capable de s'observer, qu'il faut savoir sortir, on apprend à savoir sortir du stress et de l'émotion à chaud. On a aussi la capacité de baisser définitivement la stressabilité en reprogrammant le cerveau, j'ai envie de dire, et puis de basculer en pilotage adaptatif, en sachant que le cerveau adaptatif nous permet d'apporter des nouvelles solutions, de la créativité, de l'intuition, etc., etc. Donc ça fait partie des compétences, effectivement, qu'un manager doit avoir pour sa propre adaptativité individuelle. Après, on avait vu aussi un atelier sur le relationnel. Donc, effectivement, savoir gérer un entretien de A à Z, comment je me positionne avant l'entretien, comment je vais poursuivre l'entretien, comment je vais peut-être sortir la personne de son stress ou de sa mauvaise foi, comment je vais arriver au consensus. Effectivement, cette capacité à arriver au consensus, c'est juste une technique de questionnement qui va permettre de faire émerger la solution rapidement. Après, gérer, travailler avec les personnalités difficiles, ben, je parlais de la mauvaise foi, c'est un peu ça. Mieux comprendre aussi les conflits qu'on peut avoir avec une personne. Qu'est-ce qui m'irrite chez cette personne et qu'est-ce qui, chez cette personne, est irritant chez moi. Voilà, il y a la possibilité de mieux comprendre quels sont les challenges que l'un et l'autre pouvons appliquer pour justement ne plus être en conflit et mieux collaborer. Et on a aussi un petit volet sur accroître sa visibilité, parce que beaucoup de managers, euh, quand on est dans une réunion, ont besoin d'outils pour pouvoir intervenir, etc. Parfois, ils n'osent pas, etc. Donc, il y a aussi tout un petit tas de tips et astuces qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est dans la formation sur la communication. Et on avait vu aussi, du coup, dans cet atelier, qu'on a un lien entre le relationnel et le management. Donc déjà, dans le relationnel, il faut savoir gérer le positionnement grégaire dans l'équipe, c'est-à-dire que le dominant dans une équipe qui aurait peut-être envie de prendre la place du chef, etc. Il y a des choses à bien comprendre pour manager les personnes. S'adapter à la maturité du collaborateur, on en avait parlé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la compétence ou de l'incompétence et de l'engagement ou du non-engagement, il va falloir utiliser des styles de leadership différents. Déléguer pour ne plus jouer au pompier, on en reparlera, ce processus de délégation. Et puis, motiver et faire grandir avec les signes de reconnaissance, hein, c'est des éléments aussi qu'on retrouve à la fois dans la formation sur la communication et sur la neurosystémique. Mais voilà, tous ces éléments qu'on avait vus les trois web ateliers qu'on avait fait en septembre. Donc là, maintenant, on va plutôt parler de management et d'organisation, donc plus de relationnel, mais d'organisation. C'est-à-dire comment on peut organiser l'équipe vers plus d'efficacité, plus de résilience aussi, une capacité à mieux s'adapter au terrain, à l'évolution du terrain. Comment on va aussi bien préciser les rôles et la valeur ajoutée de chacun. Je viens d'intervenir avec une entreprise où manifestement les trois structures hiérarchiques, les rôles ne sont pas définis, on ne sait pas qui fait quoi, du coup il y a des managers qui se retrouvent à faire le travail d'associés, enfin d'assistants, etc. C'est des choses importantes pour optimiser, j'ai envie de dire, la valeur ajoutée de chacun. Comprendre la cause des dysfonctionnements, là on a aussi des outils qui vont nous permettre de mieux comprendre d'où ça vient et d'appliquer des règles pour que ça fonctionne mieux, pour qu'on ait plus ces dysfonctionnements, et puis optimiser l'adaptativité de l'équipe. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, j'aime bien, déjà, si on regarde les compétences, qu'est-ce qu'on entend d'un manager? C'est un peu d'être un chef d'orchestre, c'est-à-dire déjà d'être capable d'avoir cette maîtrise de soi, d'avoir un bon relationnel avec ses collaborateurs,
de savoir s'organiser, de savoir prendre des décisions, et si possible en mode adaptatif, d'optimiser la délégation, de bien organiser l'équipe de manière à avoir cette visibilité sur qui fait quoi et qu'est-ce qu'on attend de moi, et du coup, quelque part, donner un sens voilà, si je comprends mieux mon rôle, la valeur ajoutée que j'ai dans l'équipe et dans l'organisation, même dans l'entreprise, ben, ça va toujours m'aider à aller dans le bon sens quelque part. On va parler aussi de facilitation des réunions, parce que la réunionnite, c'est un fléau, c'est un sacré fléau, qui est une perte de temps, une perte de ressources incroyable. Donc voilà, c'est important d'aller aussi dans comment on peut faciliter les réunions pour avoir des réunions vraiment optimales, efficaces, etc. Donc, si je vais un peu plus loin, par rapport au profil réel, par rapport au processus réel, quelque part, le manager, on va lui demander d'avoir toutes ses compétences, de développer toutes ses compétences pour aussi bien se responsabiliser, prendre du recul, aller chercher l'information, s'aligner dans sa décision pour construire quelque chose. Donc voilà, toutes les compétences sont sollicitées chez un manager. Donc, on va parler d'approche neurosystémique. C'est une méthode d'organisation et de management. Alors, pour tout type de structure, c'est-à-dire que effectivement, une PME, un dirigeant peut organiser sa société de cette façon. Mais dans une multinationale, j'accompagne par exemple des managers qui sont dans une structure totalement pyramidale et traditionnelle, mais qui peuvent, eux, du coup, ce qu'on appelle encoder l'équipe de manière à pardon, avoir cette méthode d'organisation efficace. Et peu importe si on est toujours dans une structure pyramidale, le manager peut lui gérer son équipe différemment. Et ça n'a pas d'incidence, ça sera pas mal vu, au contraire, parce que l'approche neurosystémique qui comprend la biosystémique de Jacques Fradin et aussi l'holacratie, entre autres, hein, ce sont c'est testé pour vraiment avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Je crois qu'au niveau de l'holacratie, on constate qu'une équipe qui passe en holacratie, elle va avoir entre 15 et 20 de performance en plus. Voilà. Donc Olivier, ça pardonne-moi, fonctionne. holacratie, je ne sais pas moi, ce que ça veut dire. Holacratie, on va en parler un peu, c'est une méthode de gouvernance. Par contre, c'est une méthode de gouvernance horizontale où on va définir des cercles, des rôles, mais je vais en parler un Ah, peu plus tard. ok, ça marche, Voilà, j'ai voilà. compris. Voilà. Pardon, ouais. J'étais formé à l'holacratie avec une personne qui était ouais, l'ancien dirigeant de Capgemini et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, une petite pensée pour toi, Pierre-Marie Chiquet. Donc, si on regarde, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a des fumées, c'est-à-dire des choses qui ne se font pas bien, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'individuel, ce qu'on a vu, il y a le relationnel, et puis il y a l'organisationnel. C'est là qu'on va aller vraiment explorer comment on peut améliorer cette organisationnelle. J'aime bien partir de cette métaphore, c'est que si vous faites exploser de la dynamite dans un champ, ça part dans tous les sens. Toute l'énergie va se disperser dans tous les sens. Alors que si vous la mettez dans une fusée, qu'est-ce que vous avez? Dans un tuyau plutôt, dans un tuyau, vous avez une fusée. Parce que du coup, vous allez concentrer toute l'énergie dans la même direction. Et c'est un peu le but, quelque part, parce que une organisation, quelque part, c'est comme un mécanisme et dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on a un grain de sable qui vient se mettre à l'intérieur, eh bien, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça abîme, ça ne fonctionne plus. Du coup, c'est important d'être capable de supprimer ce flou au maximum, de préciser un maximum de choses de manière à ce que l'organisation tourne de manière fluide. C'est un peu comme mettre de l'huile dans les rouages d'une mécanique, comme ça, de manière à ce que ça tourne mieux et enlever les grains de sable. C'est un peu ce principe-là. Donc, quand on regarde les dysfonctionnements récurrents, voilà, je ne vais pas tout lire, mais la communication interne, il y a aussi des jeux de pouvoir. On passe énormément de temps en reporting au lieu de manager. On n'est pas vraiment. Enfin, il y a des manques de feedback, il y a un manque d'informations, ou alors c'est des informations qui ne sont pas celles qu'on voudrait attendre. Il y a vraiment ce flou qui ajoute du coup à la démotivation. Au manque de sens, voilà, je suis là, mais je sais pas, voilà, en plus de ça, les gens sont débordés, donc il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Au niveau organisationnel, on ne sait pas trop justement les frontières.
les fiches de poste en général ne sont pas claires. L'organisation en elle-même n'est pas bien définie, ce qui fait qu'au niveau des relations transverses, c'est difficile, parce que si on n'a pas forcément exactement défini ce qu'on attend de l'autre personne dans une autre équipe, ben, forcément, il va y avoir des problèmes de retard, etc. Les procédures, les confusions de rôle, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont là, qui sont vraiment, qu'on retrouve, quand je dis c'est récurrent, oui, dans tous les coachings, il y a au moins quelques éléments de ces listes qui reviennent. La réunionnite, c'est le fléau par excellence, parce que c'est des réunions qui sont inefficaces, parce que des fois, on y est convié, mais on n'a pas forcément grand-chose à y faire. Il suffirait d'avoir juste un compte-rendu, ça suffirait. Les ordres du jour et le processus est pas suffisamment structuré, ce qui fait qu'au final, bien souvent, on n'a pas pris la décision, donc on va remettre une autre réunion plus tard, etc., etc. Donc on va de réunion en réunion sans que les choses avancent vraiment. En plus de ça, dans ces réunions, on trouve pas mal de jeux d'ego, jeux de pouvoir. Donc voilà, et donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur tous ces dysfonctionnements récurrents. Donc, si on parle déjà de gouvernance, traditionnellement, on a cette hiérarchie pyramidale. Et l'idée, donc, c'est que cette pyramide va du coup engendrer des jeux de pouvoir parce que effectivement, on pourrait dire que le CIO a un peu la capacité de prendre des décisions pour tout le monde, mais en dehors de ça, il va y avoir tout un tas de rivalités, tout un tas de tiens, je voudrais ta place, tiens, pourquoi tu as pris ma place, etc. Non, je voudrais. Voilà, tout un tas de rivalités qui vont faire que cette pyramide, en fait, il faut monter dans la hiérarchie. Monter dans la hiérarchie, ça veut dire aussi écraser l'autre. Donc, cette structure en elle-même est génératrice de conflits de pouvoir, de relations parents-enfants aussi, hein, parce que bah, voilà, faut obéir à papa, il a donné une consigne, donc je n'ai pas droit de la discuter. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont... pour moi, la pyramide est toxique, je dis carrément. Ça marche peut-être dans l'armée où il faut très très vite envoyer les gens au combat sans trop réfléchir, mais dans une organisation, on n'est pas dans une guerre, on est dans j'ai envie de dire une posture permanente pour augmenter l'efficacité, pour être opérationnel, pour avoir des bonnes relations. Donc la pyramide répond pas aux besoins aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations, il y a des choses qui passent plus. Donc c'est un problème avec cette pyramide, ces jeux de pouvoir. On a aussi l'idée que c'est très cloisonné. Du coup, comme je disais tout à l'heure, au niveau des relations transverses, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est d'arriver, ben justement, on parlait de l'holacratie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les équipes sont comme des cercles. Les individus au sein des équipes sont des personnes qui ont des rôles. Et en fait, il s'agit d'accorder les rôles de différentes équipes, de différentes structures, de manière à ce que les interactions soient bien définies et qu'on arrive en fait à une forme de relation client-fournisseur. C'est-à-dire que moi, en tant que collaborateur, je m'occupe de ça. Ben je m'occupe par exemple de l'informatique. Eh bien, je vais être fournisseur de la comptabilité en ce qui concerne l'informatique, les logiciels, etc. Et donc, arriver à cette relation client-fournisseur, c'est-à-dire où chaque rôle va être vraiment au courant des besoins du rôle qui dépend de lui. Et donc, définir toutes ces redevabilités, toutes ces relations, toutes ces choses qu'on attend avec précision. Et donc, du coup, supprimer cette idée de comportement, de compartiment, pardon, d'autant plus que là, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être dans plusieurs équipes en même temps. Hein, on va vraiment avoir une vision beaucoup plus souple et beaucoup moins compartimentée de l'organisation. Si je vais un peu plus loin, effectivement, quand je parle de décision top-down, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, la décision, c'est le N+1 qui la prend. Donc, il prend sa décision, il a pris une directive. L'équipe va mettre en application la directive et puis, bah, à un moment, on va faire un reporting qui va permettre au N+1 ou plus encore d'avoir l'information dont il a besoin. Et puis, du coup, de reprendre une autre décision pour faire avancer. C'est un peu le schéma. Sauf que le problème, c'est qu'on perd énormément de temps. Il y a une forme de retard systémique. Et en plus de ça, l'information qui est perçue, qui est remontée, pas forcément
enfin, la personne en haut n'a pas forcément une vraie lucidité sur ce qui se passe sur le terrain, donc la décision qu'elle va prendre n'est pas forcément la meilleure. Donc l'idée, c'est aussi d'arriver, avec ce système de gouvernance, à déléguer un maximum la prise de décision, de manière à ce qu'une personne qui tient un rôle, qui a telle redevabilité et qui a telle raison d'être dans l'organisation, puisse faire un peu ce qu'elle veut tant qu'elle va assumer ses redevabilités et rester dans cette raison d'être. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui vont permettre à la personne d'être plus proactive, de plus être en attente de l'accord au-dessus, etc., parce qu'on aura bien défini qu'est-ce qu'on attend d'elle, mais c'est quoi aussi ses limites, peut-être aussi ses domaines réservés, de manière à ce que personne vienne non plus empiéter sur un domaine réservé. Je pense par exemple à un webmaster, son domaine réservé, c'est l'accès au site, parce que si tout le monde va y mettre sa salade, ça marchera plus. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui vont permettre justement d'optimiser cette délégation du pouvoir de décision au niveau de l'équipe, hein. Donc à ce moment-là, on a quelque chose où le pouvoir de décision, chacun a son propre pouvoir de décision. Pourquoi c'est revenir en arrière? Pardon. Chacun va avoir le pouvoir de décision adéquat pour pouvoir assumer les redevabilités de son rôle. Donc, c'est un peu l'idée de déléguer un maximum à chaque collaborateur, dans les limites de son rôle, un maximum de capacité et d'autonomie dans la prise de décision. Donc, ça, c'est toujours aussi ce principe de l'holacratie. Après, donc, si on résume un peu cette gouvernance horizontale adaptative, donc on a un rôle, c'est-à-dire une personne, c'est sa valeur ajoutée, en sachant qu'une personne peut avoir plusieurs rôles ou qu'un rôle peut être tenu par plusieurs personnes aussi, mais en tout cas, on va plus parler de rôle, on va parler d'interaction entre les rôles et non pas entre les personnes, ce qui va aussi avoir un impact positif sur le fait qu'on va être moins dans la... on s'attaque pas à la personne, mais on va juste voir, tiens, qu'est-ce qui manque à ce rôle pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Donc, à partir de ce moment-là, on parle entre rôles, on ne parle plus entre personnes, et ça va aussi être un facteur, j'ai envie de dire, de relation adulte-adulte dans l'équipe. Un cercle, c'est quoi? C'est une équipe, donc c'est un cercle, c'est un rôle. En fait, l'équipe a un rôle dans l'organisation, et ce cercle est composé de plusieurs rôles. On a une raison d'être à tous les niveaux, au niveau du rôle, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation aussi, ce qui va permettre de donner un sens, hein. Je sais pourquoi je suis là et je sais dans quelle direction on va. Et on va avoir des redevabilités bien définies pour savoir exactement, la personne, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Donc, en fait, tout est défini. Et c'est à partir du moment où on aura bien tout défini que on va avoir moins de problèmes. Et si jamais on a des problèmes, c'est pas grave, on va les résoudre. Je parlerai après des tensions. C'est OK jusque-là? Je vais pas trop vite. En même temps, je fais attention à l'heure, mais je vais peut-être un peu trop vite. Euh, et pourquoi biosystémique, hein? Biosystémique parce que c'est Jacques Fradin, donc, qui a fait aussi l'approche neurocognitive et comportementale, qui a mis en place la biosystémique. C'est quoi? Il considère que l'organisation, c'est pas un cadre rigide, mais c'est comme une biomasse. Donc, être capable de poser les axiomes nécessaires pour que l'organisation fonctionne bien. Par exemple, être certain que la personne a les moyens de ses responsabilités. Parce que si une personne a des responsabilités mais pas les moyens de le faire, c'est une grande cause de burn-out. Elle va faire tout ce qu'elle peut, mais elle n'y arrivera pas et elle termine en burn-out. Faire attention en sorte aussi que l'information soit vraiment là et qu'on ait les retours d'information, qu'on aille placer les KPI au bon endroit. Donc ça fait aussi partie de ces axiomes qui sont posés par la biosystémique. Et un troisième axiome, c'est le cœur de fonction, c'est-à-dire faire en sorte que la personne, dans son poste, a les compétences nécessaires ou est en cours d'acquisition des compétences, ça marche aussi, mais que ça corresponde aussi avec ce qu'elle aime faire, sa personnalité, qu'elle ait vraiment tous les moyens pour exercer son rôle et qu'en plus de ça, elle soit dans un rapport coût, valeur ajoutée, enfin, qu'elle soit que le coût par rapport à son poste soit adapté par rapport à l'organisation. Donc, c'est des éléments essentiels qui permettent aussi d'apporter cette précision nécessaire à ce que l'organisation fonctionne bien. OK? Toujours pas de questions, c'est OK? OK. Bon, pardon. Donc,
si on va un peu plus loin, on va aussi voir la prise de décision chez le manager. Comment il va prendre sa décision. Et en fait, on a des outils de Fradin, justement, cette approche neurocognitive et comportementale, qui va permettre d'aller travailler différents points. Déjà, c'est cette capacité à accepter l'incertitude. Pourquoi? Parce que voilà, quand on prend une décision, on voudrait être certain que ça fonctionne. Or, il y a des paramètres externes hors contrôle qui peuvent faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et donc, accepter cette incertitude sur le bon résultat va permettre du coup d'être moins stressé et d'être plus aligné pour prendre la décision. Après, c'est aussi accepter le risque de l'échec. Comprendre en fait que, et ça c'est vraiment une posture typiquement préfrontale et adaptative, il n'y a pas d'échec. Même s'il y a un échec, en tout cas, c'est quelque chose qui va me permettre de grandir et de comprendre comment je vais faire mieux la prochaine fois. Donc l'apprentissage par l'échec, c'est pris en compte. Et donc, quand on comprend, et quand on a travaillé à travers ce processus, ce risque d'échec, eh bien, on lâche prise sur la possibilité qu'il y ait un échec ou pas. Et du coup, pareil, on va être moins stressé pour prendre la bonne décision. Après, il y a aussi un processus pour stabiliser la décision. C'est-à-dire, maintenant que j'ai pris cette décision, je vais pouvoir vérifier que c'est OK. C'est-à-dire, est-ce que si ça fonctionne, je la prends quand même? Est-ce que si ça ne fonctionne pas, je la prends quand même? Si je devais conseiller à une autre personne, est-ce que je lui conseillerais de prendre cette décision ou pas? Donc, on va stabiliser la décision de manière aussi à asseoir beaucoup plus une forme de sérénité. Et on a aussi un outil pour aller tester le choix. C'est-à-dire, j'ai une décision, j'aurai peut-être plusieurs choix. Eh bien, je vais pouvoir aller les tester. Là aussi, en faisant appel au cerveau adaptatif avec des techniques un peu originales qui tiennent mieux un peu de la constellation, on pourrait dire, mais qui va nous permettre de bien vérifier que le choix qu'on a pris dans les trois étapes précédentes est vraiment le bon. Et puis, il y a en fait un axiome, c'est que la bonne décision, c'est comme une évidence. C'est-à-dire qu'on peut se poser plein de questions, le mental tourne en rond dans tous les sens, etc. Puis, tiens, je fais ça, ben non, je ne vais pas faire ça, etc. Donc, c'est un peu obsessionnel, ça tourne fort. Eh bien, l'idée, c'est que au moment où la bonne décision arrive, c'est comme une évidence. C'est bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça, j'ai plus aucun doute. Donc, je suis aligné. Cette décision, elle est OK pour moi. J'ai pu, à travers ces différentes étapes, la définir et j'ai cette confirmation, même au niveau ressenti sensoriel, que c'est la bonne décision ici et maintenant. Donc, c'est des outils intéressants pour un manager d'être capable vraiment d'aller prendre cette bonne décision parce que, quoi qu'il arrive, le manager, au moment où il faut prendre la décision, il reste tout seul, c'est lui qui doit le faire. Donc, c'est un élément dont ils ont besoin de vraiment capable d'être un maximum préfrontalisé, donc dans ce cerveau adaptatif, pour avoir vraiment cette bonne décision. Après, si on parle de délégation, eh bien, la délégation, en fait, c'est un peu ça. Pourtant, on pourrait déléguer, mais beaucoup de personnes n'osent pas déléguer parce qu'elles ont peur que ce soit mal fait. Et du coup, elles vont se retrouver soit à faire tout ça elles-mêmes, soit à avoir délégué, mais d'une manière incomplète, qui va faire que il va y avoir des problèmes, ça ne va pas être suffisamment défini à nouveau, et donc il va falloir jouer au pompier. Vous avez donné des instructions à un collaborateur, vous attendez à ce que le travail soit fini à telle date, parce que ça fait partie d'un processus et que donc ça va permettre d'enclencher d'autres choses. Et puis au moment où vous allez voir le collaborateur, ben alors ça y est, c'est fait, ben non, c'est pas fait. Ah bon, pourquoi, etc. En fait, ces problèmes viennent du fait qu'on n'a pas suffisamment précisé la délégation, on n'est pas allé suffisamment loin dans la manière de déléguer. Donc il y a des éléments essentiels. La première, c'est de bien définir le but et l'objectif, c'est-à-dire qu'on a un but global, voilà, il faut qu'on fasse ça pour augmenter le chiffre d'affaires de 20%. Mais il y a des éléments hors contrôle, donc on laisse ça dans le but, dans l'idéal, ce qu'on voudrait atteindre. Par contre, on va avoir des objectifs précis, des objectifs SMART, parce que à partir du moment où spécifique, concret, mesurable, etc., eh bien, on va pouvoir vraiment donner des directives précises et en même temps pouvoir évaluer d'une manière précise sur tel objectif. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été atteint ou pas? Après, on va aller traiter tout l'opérationnel. L'opérationnel, c'est qui fait quoi, dans quel sens ça se passe,
quels moyens on a besoin. Donc, on va bien définir l'opérationnel. On va le faire d'ailleurs en s'adaptant un peu aussi à la maturité du collaborateur. On voit aussi le leadership situationnel, qui est un outil qui était beaucoup utilisé chez les managers, beaucoup enseigné chez les senior managers, mais qui aujourd'hui n'est plus enseigné. Et donc, pourtant, c'est essentiel au moment de déléguer en fonction de la maturité du collaborateur. Donc, dans cette partie opérationnelle, on va vraiment prendre en compte cette maturité et donc, en fonction de ça, adapter notre délégation. Après, on va avoir toutes les recommandations nécessaires, toutes les limites, tous les conseils, tous les points d'attention. Et une fois qu'on a défini tous ces aspects qui sont très concrets, eh bien, on va aller définir aussi l'avancement des tâches, c'est-à-dire à quel moment on doit en être où, à quel moment on va vérifier, on va se faire une réunion pour vérifier qu'on avance bien et que c'est OK, etc. On va vraiment aller enfin, définir totalement toutes les différentes étapes pour aller jusqu'à l'accomplissement de cette tâche, de l'objectif. Et donc, du coup, vérifier en fait, c'est un peu à quel moment il faut que j'aille placer mon point de vérification, à quel moment il y a un élément, il y a un point important que je dois aller vérifier, ou à quel moment je peux laisser aussi le collaborateur dans son auto-évaluation, parce qu'on a convenu qu'à tel moment il en serait là, et donc à tel moment on va se rendre compte, et puis se rencontrer, etc. Donc, important de déléguer tous ces éléments. Sans compter aussi du fait que tout ce processus de délégation, ça doit être écrit. Et on en arrive même à... Alors le paradoxe, c'est qu'on va passer un peu plus de temps à déléguer que si on le fait un peu comme on le fait couramment, mais on va gagner beaucoup de temps. Il faut passer un peu de temps pour en gagner beaucoup plus derrière. Et en plus de ça, comme on va écrire tout ce processus, eh bien, quelque part, on a des fiches de délégation qui sont là, ce qui fait que dans les entreprises ou même quand il y a du turnover ou une personne malade, eh bien, on va pouvoir tout de suite lui donner une fiche suffisamment précise pour qu'elle ait pas mal de repères pour pouvoir déjà se débrouiller toute seule. Donc, cette délégation, ça déjà permettre au manager de libérer du temps, lui permettre d'être certain que la tâche va être accomplie dans la bonne direction. Quand je parlais là, c'est le tuyau quelque part. On met le tuyau pour que l'énergie du collaborateur aille dans la bonne direction. Et puis, du coup, permettre aussi d'avoir quelque part, je pourrais dire encodé, en tout cas des fiches de délégation qui peuvent servir et resservir. Donc, j'ai accompagné des managers comme ça qui ont du coup des documents. Quand ils doivent déléguer, ils voient ça, ils échangent avec le collaborateur et après, le collaborateur est beaucoup plus autonome pour pouvoir faire la tâche qu'il doit faire. C'est OK jusqu'à présent aussi? Ça va? Donc, bah oui, tout est défini dans la délégation. C'est ce qui, justement, va permettre que tout aille dans la bonne direction et on n'a plus laissé de flou. En fait, le manager, souvent, il a l'impression que le collaborateur va être tout aussi proactif que lui, qu'il a tout à fait compris les enjeux, qu'il a bien retenu la date à laquelle il faut que ce soit fait, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, on a comme ça un moyen vraiment de déléguer avec tous les éléments et aussi d'évaluer. Il y a aussi un outil pour évaluer une fois que l'objectif a été fait. Du coup, pour aller voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, qu'est-ce qu'on aurait pu ensuite améliorer de manière à en tirer les enseignements et améliorer le processus de délégation au fur et à mesure. D'accord? C'est toujours dans cet esprit que ce soit adaptatif. C'est jamais figé. C'est comme dans la gouvernance, quand on parle des rôles, des redevabilités, etc. Rien n'est figé. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a un truc qui ne va pas bien se passer, et donc on est capable de modifier un point de manière à ce que la prochaine fois, ça fonctionne mieux. Donc on va vraiment tirer un enseignement de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place de manière à être toujours dans cette amélioration continue des process au sein de l'entreprise. Ensuite, oui, un point sympathique, la réunionite, pour un peu tous les raisons que je disais tout à l'heure, personne ne s'écoute, tout le monde veut parler, il n'y a pas vraiment de processus bien mis en place, etc. Donc là, en fait, on va gérer les tensions dynamiques même. Qu'est-ce que c'est qu'une tension dynamique? En fait, c'est l'écart entre la situation vécue et le potentiel de ce qui pourrait être.
Si je vous prends un exemple tout bête, l'équipe de jour arrive dans un atelier et l'atelier devrait être rangé, mais il n'est pas rangé. C'est sale, c'est en désordre, etc. Donc, la situation vécue, c'est que l'atelier n'est pas rangé, mais le potentiel de qui pourrait être, c'est que l'atelier soit rangé. Donc ça, c'est une tension. Une tension, effectivement, une tension, ça peut provoquer des conflits, ça peut provoquer des dysfonctionnements, voilà, de la baisse de motivation, peu importe, mais l'idée, c'est qu'on appelle ça une tension dynamique. Pourquoi? Parce que c'est en fait une invitation à modifier quelque chose dans l'organisation. Par exemple, il y a un rôle qui doit faire un certain nombre de redevabilités, puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Tiens, ben oui, ben effectivement, ce n'était pas dans cette liste des redevabilités, donc on va pouvoir mettre en place une redevabilité de manière à ce que la tension qui était générée par l'absence d'action de la part de ce rôle, eh bien, la prochaine fois, ça ne sera pas le cas parce que le rôle, c'est clairement écrit dans son rôle et il sait exactement ce qu'il va devoir faire. Donc, tout est modifiable. Et alors, comment on va modifier? On va modifier dans un processus de décision intégratif. Et pourquoi? Parce que, en fait, euh, dans une tension, dans une réunion, par exemple, une personne va arriver avec sa tension, donc ça va être mis à l'ordre du jour. Et donc, une tension est donc une proposition pour résoudre la tension. Et à ce moment-là, on va demander aux autres personnes dans la réunion, est-ce que vous voyez une objection pour que cette proposition ne soit pas adoptée? Et donc, on va faire une liste des objections. Il y en aura peut-être une, il y en aura peut-être plusieurs. Et au fur et à mesure, on va traiter les objections à travers un processus qui est une succession de questions fermées. Donc, c'est oui ou non. Et donc, une fois qu'on a testé ces différentes questions, eh bien, si on est toujours non, eh bien, du coup, on va pouvoir adopter la proposition. Et si jamais il y a eu un oui à un moment de ce tamis, à ce moment-là, la proposition est rejetée et l'objection est maintenue. Donc, cette décision intégrative, ça évite tout ce qui est subjectif, tout ce qui est égotique, etc. Parce que c'est vraiment le processus en lui-même qui va permettre de définir si on garde l'objection ou pas. Et donc, pour ça, on a des cartes, hein, des cartes de réunion qui permettent d'avoir vraiment le plan pour faciliter la réunion. Et le manager doit être capable d'apprendre à faciliter cette réunion, d'être en quelque sorte la main de fer dans le gant de velours, mais la main de fer, c'est pas tellement lui, c'est le processus. Le processus est très strict. Il n'y a pas de blabla. Il y a des moments où on s'exprime, mais c'est à tour de rôle. Quand on va traiter une objection, on le fait vraiment sur un processus très précis. Et au fur et à mesure, voilà, on va comme ça pouvoir avancer, traiter les points, au lieu de rester dans, ben, on verra la prochaine fois, on reprend une autre réunion pour en discuter. Et ça, c'est un élément pour moi essentiel. Et pareil, les managers qui le mettent en place gagnent énormément de temps. Si la hiérarchie ne le fait pas, ben, ils subissent quand même. Mais en tout cas, dans le management de leur équipe, ils arrivent à avoir des réunions très efficaces, en sachant on distingue deux types de réunions. Il y a la réunion de gouvernance qui va être vraiment le travail sur les rôles, les redevabilités, etc., etc. Et puis il y a la réunion de pilotage où là, on va aller faire un peu la revue des indicateurs, on va aller voir quels sont les points que les personnes veulent déposer, et ensuite on va traiter tous ces points les uns après les autres, toujours pareil avec un processus qui est suffisamment défini. Et là, on a des réunions vraiment efficaces. C'est prouvé, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. Après, oui, donc quelque part, c'est cette gouvernance partagée, parce que chaque collaborateur dans l'organisation peut poser un point quand il ressent une tension. Et à partir de ce moment-là, ce point va être traité. Donc, ça permet à chacun d'avoir un impact sur la gouvernance de l'ensemble. Et donc, quelque part, de pouvoir modifier peut-être même la structure de gouvernance, parce que pour résoudre telle tension, eh bien, il faut faire des modifications. Donc, chacun a une possibilité d'avoir cette influence sur la gouvernance, en sachant que de toutes les manières, la décision sera prise à travers ce processus intégratif et de toute manière sera totalement objective et parfaitement adaptée. On n'est plus dans le blabla,
etc., dans le jeu de pouvoir, de se convaincre, etc. On est vraiment dans un processus qui permet d'avoir cette clarté. Et en plus de ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans cette gouvernance, ce n'est pas un problème entre deux personnes, c'est un problème entre deux rôles. C'est-à-dire qu'une personne qui a un problème, c'est le rôle qui a une personne, donc il va s'adresser à un autre rôle. On va voir comment les deux rôles peuvent mettre en place des éléments pour mieux fonctionner ensemble. Mais ce n'est pas Françoise contre Martine, c'est vraiment le rôle, on parle en termes de rôle. Du coup, on va aussi assagir et désenclencher toutes les possibilités d'une personne qui se sentirait personnellement attaquée, etc. Donc, on a des relations beaucoup plus saines au niveau des équipes quand on travaille avec ce processus de rôle et cette gouvernance partagée. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être arrêter le partage là par rapport à ça. Je vois qu'il est -20. Donc, des questions? Qu'est-ce que... Question pratique, Olivier. Oui, Patrick. Euh, dans des interventions justement par rapport à la prise de décision, est-ce que tu remettrais justement les fiches de process en fait aux clients? Pardon, par rapport à quoi? Tu peux répéter, Par rapport à pardon? des interventions, tu vois, tu Oui. interviens chez ton client et justement sur des problématiques de prise de décision qui soient, on va dire, objectives. Est-ce que tu remettrais les fiches process, celles que tu as, Oui, 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 oui. tu les remettrais Oui, directement telles que? oui, 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 oui. Alors, en leur expliquant, en les formant, bien entendu. Oui, oui, non, mais bien sûr, voilà. Mais oui, oui, les fiches sont là pour être utilisées. C'est des éléments pratiques. Et il faut que ce soit D'accord. pratique, il faut que la personne ait ses points de repère. Donc oui, oui, sans problème, oui, absolument. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie, merci aussi. D'autres questions? Non, pas de questions? Je vois toutes les caméras fermées. Bon. Oui, Aïcha. Bah, ma question est la suivante. Du coup, pour aller au bout de la démarche, là, du coup, c'est une formation que tu proposes, Oui, c'est ça? Oui, c'est ouvert. je vais en parler après, oui, 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 Ouais. oui, oui, absolument. Bon, ben voilà, c'était ça Oui, ma oui, oui, question. oui. C'est une formation, oui, euh, il y a la formation sur le stress, il y a la formation sur la communication et il y a la formation sur le management et l'organisation. Absolument. Donc, puisque tu fais partie de la formation de coach, le stress et la communication, on en voit déjà une grosse, grosse partie dans la formation de coach. Par contre, la neurosystémique, c'est totalement à part. Ok. Voilà. Et Michel, donc, avec cette pardon? formation, il y a tout le kit des fiches, Oui, oui, etc., oui. que tu proposes. Oui, oui. Pour toutes les formations qu'on fait, d'ailleurs, on a aussi le déroulé et les slides pour que vous puissiez animer vos ateliers. Donc on vous donne vraiment des éléments pour pouvoir ensuite les utiliser, les adapter, et puis du coup faire vos formations avec ce déroulé. Vous prenez les éléments dont vous avez besoin, et puis les slides, pareil, vous pouvez les adapter. Donc oui, oui, c'est important de vous donner tous les éléments pour pouvoir bien pratiquer votre métier, absolument. OK, Michel? Oui, bonjour Olivier, Bonjour bonjour Michel. à tout le monde. Ma question c'est, lorsqu'on a terminé la formation, Mhm. comment on va se vendre auprès d'une entreprise? C'est en prenant des managers ou bien des personnes intermédiaires ou alors des ouvriers, ou c'est tout le monde à la fois, ou bien c'est par rapport à une seule difficulté qui peut se poser au sein de l'organisation? Disons que quand on va intervenir, alors si je suis juste si je manage si je coach un manager, je vais pouvoir intervenir à son niveau pour lui donner tous ses outils pour qu'il gère mieux son équipe. OK? Maintenant, si j'interviens au niveau d'une entreprise, à ce moment-là, l'idéal, c'est quand même d'avoir une personne qui soit bien au courant du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire une personne avec laquelle on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire par rapport à chaque personne, c'est quoi les différents rôles de ces personnes, c'est quoi les redevabilités, etc., pour avoir un tableau, un tableau Excel assez conséquent, où on a vraiment tous ces éléments qui apparaissent. Et de manière à ce qu'ensuite, dans la pratique, eh bien, la personne puisse, j'ai envie de dire, boucher les trous dans la raquette. C'est-à-dire que si au moment où on a commencé à travailler ensemble sur cette organisation,
il y a des éléments qu'on a oubliés, eh bien, ce n'est pas grave. On a la possibilité dans ces réunions de gouvernance à chaque fois de modifier. Donc, pour travailler sur une organisation, c'est plutôt la personne qui va être le plus au courant des différents rouages de l'organisation. Mais sinon, quand on travaille avec un manager, c'est directement avec le manager. On va pas, là, on travaille pas vraiment sur le collaborateur. On travaille plus au niveau management ou direction. Ça répond à ta question? Oui, je crois. Ok, ok, Mais super. alors, oui, je profite pour dire, on va travailler avec le manager, mais ses collaborateurs ne sont pas au courant des changements qui vont intervenir dans la structure du nouveau management. N'y a-t-il pas lieu d'avoir des possibilités de former ceux qui sont immédiatement après lui pour que le processus ait effectivement un impact sur toute la structure et les travailleurs? Il y a une pédagogie à avoir, une pédagogie pour qu'ils comprennent mieux l'interaction entre ces rôles, etc. Mais sinon, ils vont avoir directement une fiche de poste, enfin une définition de chaque rôle qui sera beaucoup plus complète. Et donc, ils vont avoir un effet immédiat. Et le troisième élément, c'est qu'ils vont bien entendu assister à des réunions où on aura appliqué ce principe de réunion intégrative. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, ils verront la différence. Donc, il peut y avoir une pédagogie pour les rôles, expliquer un peu à chacun. Et puis ensuite, de toute manière, dans le concret, c'est là que ça change. Attention, il y a un micro qui est ouvert. Hop, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est OK? Oui, petite précision, Olivier. Oui? Euh, les fiches, enfin la grille rôle, redevabilité, comme on fait justement cette formation, est-ce que on peut l'apparenter à un audit management? Alors, est-ce que cette grille, c'est un audit? Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de travail. Par contre, effectivement, quand on va intervenir au niveau des entreprises, on peut faire un audit. On peut interviewer les différents points clés, les postes clés, et voir avec eux quels sont les manques, qu'est-ce qui ne va pas, etc., pour mieux déterminer quel axe d'intervention on va aller dans l'entreprise. Sincèrement, les plus courants, c'est la gestion du stress, la communication et l'organisation. Donc, dans cette audit, on va prendre ces trois éléments en compte. Est-ce qu'il faut plus améliorer le relationnel? Est-ce qu'il faut plus définir les rôles du manager, les redevabilités des collaborateurs, etc. C'est un peu dans cette interview des différentes personnes qu'on va pouvoir se faire une idée et donc faire une proposition qui sera la plus objective possible, en sachant que l'encodage en lui-même, on le fait que quand on commence vraiment le travail. Ça répond à ta question? En partie. Parce que si tu veux, quand tu fais un audit, bon, en règle générale, tu as souvent j'ai envie de dire, une sorte de parti pris, ou en tout cas une certaine logique dans l'approche de l'audit. Mhm. Si tu veux faire justement un audit qui soit un peu plus lié à la neurosystémie, voilà, est-ce que tu aurais justement une grille d'approche qui permettrait d'orienter vers ce type d'organisation, entre guillemets, tu vois? Oui, 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 on va, on a dans la formation, on voit précisément comment on va intervenir, dans quel ordre ça se passe, etc. Euh, Maintenant, une grille d'approche, je ne vois pas tout à fait ce que tu veux dire par une grille d'approche, mais en tout cas, il y a des éléments qu'on va les vérifier. On va faire des diagnostics sur différents points. Si c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait, oui. Oui, donc on sait exactement qu'est-ce qu'on va aller vérifier, par contre. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ok, Oui, oui, oui. Ça, c'est bien défini, tout à fait. ça marche, merci. Avec plaisir. C'est OK? Donc là maintenant, je vais vous montrer donc la formation en elle-même, hein. C'est une formation qui commence dans un peu moins de 15 jours, le 21 octobre. Donc, c'est vraiment tous ces éléments qu'on a vus. Donc,
pourquoi j'ai ça? Non, pardon, c'est ça. Donc, on va aller voir d'abord tout ce qui est les bases structurelles, hein, les rôles, la place, le rôle du manager. On va commencer quelque part à encoder une équipe. Et d'ailleurs, dans cette formation, vous êtes invité à travailler sur une équipe existante, soit une équipe que vous accompagnez, soit votre société, soit peu importe. Donc, pour vraiment mettre concrètement en place ce tableau d'encodage. Après, on va aller travailler sur les tensions, justement, comprendre les tensions, comment on va gérer ces tensions. On parlait des axiomes de la biosystémique aussi qui vont permettre d'éviter un maximum de tensions. Après, on va aller voir les outils. Donc, c'est aussi de la biosystémique. Je vous parlais de ce cœur de fonction, processus de délégation, prise de décision et gestion des priorités aussi. Donc, ça, c'est vraiment des outils typiques de management. En module 4, on va aller faire une petite supervision. Ça dure 2 heures, mais pour voir par rapport au travail personnel sur le tableau d'encodage, les difficultés, les partages d'expériences. Et justement, c'est ce qu'on marque là, le processus d'intervention en entreprise. Comment on va intervenir en entreprise, comment s'y prendre, dans quel ordre. Et puis après, en dernier, on va optimiser les réunions. C'est-à-dire là, vraiment, c'est pratiquer, faciliter des réunions sur des exemples qu'on vous propose. Et vous êtes tour à tour manager ou proposeur ou objecteur, de manière à bien comprendre et bien assimiler ce processus de facilitation. Et donc là, on a couvert tous ces éléments que je vous ai décrits. Vous avez en plus de ça, en bonus, le profil réel, mais je crois que parmi vous, il y en a pas mal qui l'ont déjà fait. C'est pour les premières inscriptions. Et au niveau des dates, donc c'est le samedi matin, de 9h à 12h30. Ça commence le 21 octobre, c'est toutes les semaines, hein, c'est les samedis à la suite, pendant 5 samedis. Et au niveau des tarifs, on est à 1 150 euros, que vous pouvez payer en 3 fois 385 ou en 5 fois 232. Voilà. Donc, on en est au 3e cursus de cette formation. C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose qui fonctionne bien, aussi bien quand vous intervenez pour accompagner une personne que pour des managers et des managers qui ont suivi cette formation et qui ont appliqué ces outils et qui ont vraiment pu développer la performance de l'équipe et diminuer leur stress aussi et mieux répartir les charges de travail, etc. etc. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez comme question par rapport à ça? Oui, Aïcha? Est-ce qu'il y aura d'autres sessions prévues? Pour moi, c'est trop tôt. Oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. en On en fait janvier, régulièrement. ouais. Peut-être pas en janvier, mais on en fait 2 par an. Il y en Ah, aura une vers le printemps et une donc, si ce n'est pas janvier, c'est février, hein, quelque chose comme ça, hein, ouais. février-mars maximum. Hein. Et puis Ok. une autre en automne. C'est 2 sessions. Pourquoi? Parce que tu avais une urgence? Bah oui, en fait, j'ai plein de trucs brûlants, effectivement, mais là, je peux pas, enfin, au niveau organisationnel, ça fait trop de formation. Et puis en plus, je vois tout à fait qui ça peut concerner comme client. Mais bon, chaque chose en son temps, étape après étape. Donc, OK. si c'est février, j'attendrai février. Oui, fin février maximum, quoi. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Faut voir avec les vacances. Mais les dates ne sont pas encore fixées, mais ça sera dans ce ordre-là. OK, merci. Ah oui, Nathalie? Ah, ton micro, ton micro. Je trouve que c'est très intéressant pour un poste de manager. Comme Aïcha, déjà une formation à l'heure actuelle qui est en place. Deux, ça va faire beaucoup et c'est vrai qu'en février, ça peut être intéressant d'aller dans la formation pour pouvoir, je dirais, peaufiner le management qu'on doit mettre en place et surtout les réunions qui soient cadrés, bien donner les objectifs à chacun dans son propre rôle. Je trouve que c'est très important pour l'évolution de l'entreprise et de la tâche qui vous est confiée, quoi, en tant que manager. Voilà. Effectivement, cette réunionnite, c'est le fléau. C'est le fléau. Complètement, C'est complètement. une perte de temps, de ressources humaines,
Parce qu'on Ça, sait pas comment, je pense qu'on sait pas. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'est une réunion, on trace des points, mais à chaque fois, ça part dans tous les sens. Hmm. Ça prend un temps fou. Et conclusion, on s'aperçoit que on est passé sur peut-être des éléments pendant la réunion qui sont importants, mais qui ont été bâclés parce que ça part dans tous les sens. Oui, C'est oui. vrai, si effectivement, comme tu l'as souligné pour présenter cette formation, si les choses sont cadrées, bien orientées, et ça peut aller très vite et ça peut être très efficace. Oui, oui, absolument. Absolument. Oui, parce qu'en fait, il y a pas la place au blabla. Au début, Exact. tout le monde va exprimer un peu sa météo. Après, on va aller lister les points. Donc, chacun va donner les points qu'il veut traiter avec un mot-clé. Voilà. Et puis ensuite, on va prendre les points un par un. Et à chaque fois, on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a tel point, telle tension, telle proposition. Est-ce qu'il y a des objections? S'il y a des objections, s'il n'y en a pas, bon, on adopte la proposition tout de suite. S'il y a des objections, on teste les objections à travers cette décision intégrative. Et soit l'objection est retenue et donc on ne prend pas la proposition, soit l'objection est rejetée et on garde la proposition. Et En- c'est tout. Et ça s'arrête là. Et en plus, c'est validé en commun avec l'équipe, Ah oui, quoi. oui, 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 C'est ça oui, qui est oui, important. Moi, oui. j'étais arrivée à faire des réunions séparément, chargée de recrutement par chargée de recrutement, parce qu'à chaque fois, c'était difficile. Et là, je pense que par rapport à cette formation, tu es en train de donner les clés pour faire des formations efficaces et sans Oui, perdre de temps, oui, quoi. oui, 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 absolument, absolument. Merci, Olivier. Avec plaisir. Merci, Nathalie. D'autres questions? D'autres remarques? D'autres commentaires? D'autres... non? Comment vous sentez-vous par rapport à cette formation? Donc, Aïcha et Nathalie, a priori, je pressens que vous auriez envie d'y participer. Patrick, toi, tu avais fait le deuxième cursus. Ouais, donc, d'abord, Michel, oui, Michel, je t'écoute. Oui, j'avais besoin de euh, disons, de cet échange et je confirme que moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. D'ailleurs, je suis déjà inscrit. Tu es déjà inscrit, ben, ça tombe bien alors. Et Patrick, tu l'as suivi cette formation, Patrick, hein, si je me trompe, tu as suivi le deuxième Oui, cursus. oui, oui, tout Tu, à tu veux, fait. tu veux nous donner ton avis, comment ça s'est passé, comment tu le Bah, vois? écoute, ça s'est bien passé, c'est très riche, il y a énormément d'outils qui sont, ben, on va dire, d'actualité par rapport justement au changement que subissent les entreprises, hein. Comme je te dis aujourd'hui, moi j'ai pas mal de demandes. Donc euh, après, si tu veux, la difficulté, elle est plus d'ordre, présenter l'approche qui est euh, un peu clivante, si je puis dire. Je veux exprimer ce terme-là par rapport au vécu euh, de ce qu'on appelle les managers, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, bah, la notion de management n'est pas la même pour tout le monde et que ça peut perturber. Euh, Ça demande une certaine ouverture, voire maturité de l'encadrement de la direction que d'aller vers des approches un peu plus ouvertes, un peu plus, enfin, moins pyramidales, la délégation. Voilà, donc faire comprendre à la direction qu'elle peut gagner du temps, qu'elle peut gagner en efficacité, euh, mais en même temps, ils sont, bah, c'est une perte de, bah, c'est pas être vécu comme une perte de pouvoir, si tu veux, une perte Oui, de, oui, ça peut être vécu comme ça, voilà, et effectivement. donc il faut les rassurer là-dessus en travaillant sur, bah, justement, l'objectif, c'est l'efficacité de l'organisation, de l'entreprise, c'est potentiellement de la rentabilité en plus, du stress en moins, des collaborateurs qui soient plus motivés, voilà, donc voilà, faut travailler sur ces domaines-là. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure euh, la, la grille un petit peu d'audit systémique. Hmm, En fait, c'est pas la même chose, si tu veux, qu'un audit managérial que je peux faire, hmm, qui n'est pas une approche un peu plus classique et qui amène d'autres réponses, si tu veux. Tu vois, tu vas pas chercher les mêmes choses. hmm, Donc, hmm. tu vois, parce que là, aujourd'hui, j'ai plusieurs demandes et je voudrais justement focaliser sur cette approche un peu plus systémique.
mécanique qui me paraît plus cohérente par rapport justement aux mutations que les entreprises connaissent en ce moment, quoi, et qui font intervenir à la fois des changements dans leur environnement et aussi des changements liés aux collaborateurs, à la perte de sens, de motivation, management stressé avec du burn-out, mais aussi enfin, voilà, des gens qui ont tendance à ne pas prendre en compte l'humain dans l'organisation. Mm, mm. Oui, oui. Alors, oui, par rapport à ça, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer d'abord par faire un test dans l'entreprise. On va organiser ça sur une équipe. Ça peut être le GODIR, hein, d'ailleurs, direct, hein, pour voir déjà comment ça se passe chez eux, avant de le répartir, de l'envoyer ailleurs. Je sais que Michelin, par exemple, ils ont commencé comme ça, et petit à petit, il y a d'autres équipes qui se forment, se mettent sur cette structure holacratique. Euh, mais encore une fois, ça peut être juste un manager que tu accompagnes et qui va le faire. Donc, c'est, en tout cas, c'est vrai que c'est par la pratique qu'on va y arriver. Donc, en expérimentant qu'on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc, il faut juste convaincre les personnes d'expérimenter, quitte à travailler sur d'abord une équipe en particulier et voir du coup comment ça se passe pour pouvoir ensuite modéliser ça sur le reste de l'entreprise. Tu as l'approche par les outils qui est intéressante, hein, celle qu'on vient d'évoquer sur la prise de décision, c'est intéressant parce que ça permet de voir que voilà, avec des process, on peut fonctionner différemment et avec à la fois comme finalité de rationaliser les processus, mais en même temps de faire baisser les tensions individuelles justement par des décisions qui soient pas qui soient plus objectifs, si tu veux, Ouais, plus ouais, objectifs. Donc ouais, ça, ouais, c'est ouais, intéressant ouais, ouais. comme approche. Oui, 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 c'est sûr. Là, comme je disais tout à l'heure, on parle pas de, c'est pas un tel qui fait mal son travail, c'est le rôle de cette personne qui n'a pas été suffisamment défini. Et donc, du coup, on sort vraiment de comment dire, on n'est pas dans de la punition, on n'est pas en train de punir la personne, on est juste en train d'aller voir qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment défini et qu'est-ce qu'on pourrait définir mieux de manière à éviter le même problème dans une semaine. Donc, ça change complètement. Et pareil, dans ces réunions, à partir du moment où, bah, souvent, là, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui a une grande gueule et tout d'un coup, il va commencer à sortir son truc. Et du coup, ça part dans des échanges, etc. Et on est parti complètement ailleurs. On n'est plus du tout orienté sur qu'est-ce qu'on est là, pourquoi on est là. Là, à partir du moment où on est juste dans des rôles, dans des approches vraiment très objectives sur les processus, tension, proposition, objection, il y a aussi une autre ambiance qui se met. Ça participe un peu aussi au changement viral de l'entreprise, qui va permettre à chacun d'être exactement à sa place, de savoir ce qu'il fait, ce qu'on entend de lui, de comprendre ce qu'il apporte à l'entreprise. Ça change aussi les relations managériales, parce que même si on peut conserver le fait que le manager, qu'on appelle leader de cercle, va donner les directives, répartir les tâches, etc., et accompagner les personnes, on n'est plus non plus dans un positionnement uniquement hiérarchique où, écoute, voilà, tu fais ça et tu te tais et tu le fais, point. Et ça, c'est essentiel, surtout pour les nouvelles générations. Les nouvelles générations, ça ne marche plus. Donc, de mon point de vue, tôt ou tard, toute entreprise va être obligée de passer dans ces systèmes de gouvernance horizontale. Et de mon point de vue aussi, l'holacratie correspond, mélangé à la biosystémique de Fradin, ça fait un ensemble détonnant, j'ai envie de dire. OK. Après, tu as l'outil réel qui s'adapte bien aussi à cette logique-là. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, en réel, totalement. Justement, bah, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est l'adaptabilité, hein. Donc, adaptativité individuelle, relationnelle, managériale, organisationnelle et aussi d'équipe, hein, parce que on va aussi pouvoir, avec Real, mesurer une équipe dans son adaptativité et du coup, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire en commun pour aller vers plus de fluidité et d'agilité. Hmm. Dernière chose, je reviens sur un des points que tu as cité, parce que justement, j'envisageais de commencer une formation sur l'adaptabilité managériale et organisationnelle. Et en fait, les supports, ils sont accessibles sur la plateforme. Oui,
Oui, bien sûr, oui. Ok, parce que j'ai pas vu. Bon, je vais peut-être Tu parles de quel support, juste pour être sûr? les supports sur la formation justement systémique au niveau de l'organisation, Ah, tu veux dire l'atelier en lui-même? oui, c'est ça l'atelier, oui. Alors, l'atelier, pour la neurosystémique, il est en cours, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce que, comme je dis, il y a une partie pédagogie. Donc, il y a des choses que tu vas pouvoir directement donner à des managers. Quand, en ce qui concerne par contre la compréhension de ce nouveau système, parce qu'effectivement c'est un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir l'organisation, là il y a aussi une partie, il y a des vidéos qui sont là pour proposer, enfin vous allez pouvoir proposer des vidéos en ligne à vos clients pour que les collaborateurs puissent être tenus informés et comprendre vraiment les bases de qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de rajouter une chose, c'est que on n'est pas dans le gros changement, le gros bouleversement où tout d'un coup on va tout casser. On est vraiment, on part de ce qui est et qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier, où est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'huile, comme je disais tout à l'heure, de manière à ce que on va donner cette fluidité dans tous les process de l'organisation. Donc aussi au niveau résistance au changement, c'est plus facile de passer par ce type d'organisation que de passer par on va tout bouleverser, les services, c'est plus les mêmes, et tu étais dans un service, mais tu dans un autre avec un autre manager. Non, là, on est vraiment beaucoup dans le respect de ce qui est, mais par contre, adapté justement pour que ce soit une structure beaucoup plus interactive, évolutive et performante, bien entendu. Et oui, Nathalie, donne ton micro, encore ton micro. Et par rapport à ce que tu viens de souligner, tu parlais justement comme une restructuration, mais on n'en est pas là. Mais est-ce que dans cette formation, tu donnes aussi les clés pour, je dirais, analyser les points, je dirais, qui ne sont pas, comment pourrais-je dire, les points qui vont pas bien, du moins, dans la structure de management. Est-ce que dans cette formation, on aborde l'analyse justement, c'est-à-dire, bon, ben voilà, la situation, comment je l'analyse et comment j'interviens après par rapport aux moyens que tu vas nous expliquer courant de cette formation. Oui, 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 absolument. Comme je disais tout à l'heure, hein, on a besoin d'avoir un minimum d'informations sur le fonctionnement de l'organisation en l'état et puis d'avoir des informations sur le dysfonctionnement. En fait c'est quoi? Il y a deux manières de voir toute cette approche. Soit on le fait directement parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'il va falloir faire, et à ce moment-là, on va pouvoir avancer. Et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de... C'est anticipé, c'est clairement réfléchi, etc. Soit on est dans une structure où il y a tout le temps les mêmes dysfonctionnements qui arrivent, et donc à ce moment-là, on va intervenir par rapport à ces dysfonctionnements. Donc qu'est-ce qui va nous guider? C'est où est-ce que ça ne marche pas, quelque part. Donc on va aller voir c'est quoi les problèmes que vous rencontrez, c'est les manques d'informations, le manque de moyens, le manque de... Enfin, peu importe. Et après, on va du coup pouvoir... ou même les personnes ne sont pas motivées. Enfin, il y a le turn-out, le turnover, le burn-out aussi. Voilà, c'est des éléments qui sont là parce que l'organisation est nocive, toxique. Dans une organisation holacratique, il n'y a plus de raison, enfin, gouvernance horizontale et en cercle, il y a plus de raison qu'on ait ces éléments-là parce que tout sera pris en compte, hein, aussi bien par l'holacratie que par la biosystémique de Fradin, qui lui va vraiment faire le lien entre l'organisation et puis ce qui se passe dans la tête des individus. Ah ouais, c'est un bel outil aussi qui nous a concocté le docteur. Merci, Olivier. Ok, des questions. Il est déjà 14 heures, dis donc. Moi, j'ai l'impression d'aller trop vite, mais on est à 14h06. D'autres questions avant qu'on se quitte? Merci, JN. Donc voilà, pensez bien, ça commence dans 10 jours. On vous le rappellera, vous recevrez des emails. Euh, c'est un groupe, on ne sera pas très nombreux, mais ça permettra d'avoir un bon travail bien efficace. Donc venez, voilà, rejoignez-nous et puis vive les organisations adaptatives.
Ça va, on s'en tient là? On se laisse? On retourne à nos occupations. En tout cas, merci de votre participation. Merci. Merci à toi, Olivier. Merci à toi. Très bonne journée. Merci. Merci Olivier. Allez, et à très vite. Au revoir à tous. À très vite. Au revoir. Bye bye. Au revoir.